Alors, pour commencer, on a besoin de voir un peu quel est l'historique, bien sûr, de, du modèle atomique. Et ça, on va regarder ça ensemble ici. Donc, si on regarde le modèle atomique, première chose intéressante, c'est qu'un atome, c'est la plus petite unité d'un élément chimique. Alors, voyons voir si je peux prendre un exemple intéressant. Alors, voyons voir. Si on va prendre un fil. Donc, si nous avons un fil comme ceci, donc je montre souvent sur un fil ici pour les électriciens, ces fils sont faits de cuivre. Donc, nous avons ce fil, et si on est pour le couper en deux, on a la moitié du cuivre. Si on le coupe en deux encore, on a le quart. Divisé en deux encore, on a le huitième. Et si on continue de diviser par deux, par deux et par deux, éventuellement, on se retrouve avec un petit morceau de cuivre et on ne peut plus le diviser en parties plus petites. Donc, on ne peut pas dire que, oh, on n'a rien si on le divise en plus petit, parce qu'on a de la matière ici. Donc, cette plus petite particule qui existe, c'est ce qu'on appelle un atome. Alors, voyons voir comment est-ce qu'on peut regarder cette histoire. Donc, ici, on parle du fait qu'avant cette ère plutôt nouvelle des sciences, nous avons certains philosophes qui ont essayé de réfléchir qu'est-ce que c'est la matière. Parce qu'il y a bien sûr le côté physique de la vie, il y a les humains, il y a tout le règne animal, et il y a bien sûr l'atmosphère, et il y a bien sûr l'espace. Donc ici en Inde, alors ici c'est avant notre ère, alors plus de 2500 ans, nous avons on a 4 différents types de matière, de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Donc ici, c'est cette idée qu'il y a des atomes, des particules de matière spécifiques. Maintenant, si on continue, nous avons Démocrite ici. Démocrite ici a eu comme idée que si nous regardons, et ici on est encore à peu près 2500 ans, euh, on nous dit que les substances sont éternelles. Donc, on ne peut pas créer ou éliminer la matière. Et ce qu'il a dit, c'est que chaque matière a leur propre particule. Et son idée ici, c'était que si on regarde, il y a de l'eau qui est différent de la terre, qui est différent d'une roche, qui est différent d'un métal, par exemple, qui est différent je ne sais pas, euh, de l'air ou de l'atmosphère où on a du vent qui existe. Donc ici, il y a de la matière qui est faite de différentes particules. Maintenant, un petit peu après, il y a eu un autre philosophe qui s'appelait Aristote. Et l'idée d'Aristote ici, c'est que, alors son idée, c'est qu'on ne peut pas avoir d'espace vide. Il doit y avoir de la matière partout, parce que n'avoir rien n'existe pas. Donc ici, on avait Démocrite et Aristote qui discutaient de certains aspects ici de la matière. Nous avons, nous avons ici, si on prend les traditions chinoises, on a ici, eux, c'était l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Donc ici, on en a un de plus. Et puis, nous avons bien sûr les Premières Nations. Si on prend les Premières Nations ici au Canada, on avait cette idée qu'il y avait l'air, le feu, l'eau et la terre aussi. Donc, on peut voir que même s'il y avait peu de communication, il y avait des idées qui étaient très semblables. Maintenant, nous arrivons ici à un côté qui nous donne les premières idées de la théorie d'un atome. Alors ici, les prochaines parties seront beaucoup plus eurocentriques. Ça veut dire que ce sont les scientifiques qui ont fait des définitions et ont commencé à documenter beaucoup plus. Je ne dis pas que ça n'existait pas dans d'autres pays, mais c'est avec ici en Amérique du Nord des scientifiques qu'on suit ici. N'oubliez pas que dans les années 1800, il y avait beaucoup de scientifiques qui se rassemblaient ensemble, partageaient leurs idées pour améliorer leur compréhension des sciences. Et chose intéressante, c'est que les scientifiques se parlaient pour essayer de reproduire les résultats des autres scientifiques. Et ça, c'est un peu la naissance de ce qu'est la science. Alors ici, Dalton a parlé de 4 parties importantes de la théorie atomique. Il a dit que toute matière est constituée de petites particules qui ne peuvent pas être divisées. On les appelle les atomes. On a que tous les atomes d'un élément ont des propriétés identiques. Donc ça ici, c'est une petite liste des éléments que lui connaissait dans ce temps.
Donc, bien sûr, depuis 10 000 ans ou plus, il y avait bien sûr le fer, le cuivre, l'or, qui faisaient partie des métaux qu'il connaissait. Il connaissait le mercure qui était un métal liquide, connaissait aussi l'hydrogène à cause on savait qu'il y a des gaz qui pouvaient brûler. On connaissait l'oxygène, le carbone aussi. Par contre, si on regarde le potache ici, potache, alors on faisait le savon, donc on savait qu'il y avait certaines matières qui avaient des propriétés. Maintenant, le potache n'est pas un élément, c'est un groupe d'atomes ensemble, mais on ne savait pas ça dans ce temps-là. On a aussi que différents atomes ont différentes propriétés, c'est normal, et que les atomes de différents éléments peuvent se combiner avec d'autres pour créer de nouvelles matières. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la première partie de cette idée d'une théorie atomique que nous connaissons maintenant dans toutes les classes de sciences ici au Canada et aux États-Unis. Et bien sûr, autour du monde, en Europe, bien sûr. On arrive à cette idée que en 1869, on a un individu qui s'appelle Mendeleïev. Et ça, c'est un Russe qui étudiait les éléments. Il essayait de trouver un moyen pour pouvoir organiser les éléments. Et ce qu'il a fait, c'est qu'en prenant ce qu'il savait, il a essayé d'organiser les éléments. Et on peut voir ici qu'il y en a deux. On a un groupe d'éléments ici. On a un groupe d'éléments ici. Donc, sur à peu près 60 ans, on avait découvert beaucoup plus d'éléments. Et si on regarde ceci, il y a une ressemblance avec, voyons voir, il y a une ressemblance un peu avec l'organisation d'un tableau périodique. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, retournons ici. Et chose intéressante que Mendeleïev a proposé, et c'est ça qui lui a donné son nom, c'est qu'il y a certains endroits dans le coin 60 où il savait qu'il y avait du cuivre et du zinc, mais il y avait ici un point d'interrogation avant la stade ici. Et les éléments qu'il connaissait, il savait qu'il y avait ici de l'aluminium et en organisant ces éléments, il savait qu'il y avait comme des trous ici. Donc il y avait dans son développement de sa pensée des éléments qui devaient être capables d'avoir ici sa place avec des masses atomiques spécifiques, sachant que ce devrait être un métal avec certaines propriétés sur les températures de fusion, par exemple. Et si on regarde ici avec une masse atomique de 68, on retourne ici, on se retrouve avec, voyons voir, c'est cette idée que le gallium ici, est-ce que c'était le gallium? Voyons voir. 68. Je pense que c'est celui-ci ou le germanium. C'est qu'ici, il y a des éléments qui n'étaient pas connus dans ce temps-là, mais suivant cette idée qu'il devrait y avoir des éléments dans son organisation, les scientifiques se sont dit, voyons si on peut le trouver. Et éventuellement, on les a trouvés. Donc, c'est pour ça que Mendeleïev a été reconnu. Une autre personne en 1904 ici, c'est Thomson. Thomson ici a utilisé ce que Dalton avait dit. Donc, si on regarde Dalton, il a ici, voilà, que chaque élément sont faits de leurs propres particules. Par contre, Thomson, lui, travaillait avec l'électricité et a remarqué que si on prenait des particules alpha, comme des protons positifs, et qu'est-ce qui arrivait, lui savait que c'était des atomes que l'on pouvait pousser, ceux-ci réagissaient avec le magnétisme et l'électricité. Alors il s'est dit, que se passe-t-il ici? On a des particules qui devraient être neutres. Par contre, lui, il pensait que c'était des particules alpha, seulement des protons, mais il a remarqué que c'était des particules qui, puisqu'ils sont affectés par l'électricité, et dans ce temps-là, on savait que dans l'électricité, voyons voir ici, en électricité, on savait que lorsqu'une pile, il y a un côté positif et un côté négatif. Il s'est dit, à quelque part, il doit y avoir dans les particules des endroits qui sont positifs, mais aussi des petites parties qui sont négatives. Ça doit être comme ceci parce que on a des particules qui devraient être neutres. Et c'est cette idée
Alors moi, j'ai mis ici un petit morceau de pain au raisin. Certaines personnes disent comme des biscuits aux brisures de chocolat. L'idée, c'est qu'on a une particule ou quelque chose entier et à l'intérieur, il y a des petites parties qui sont ici négatives. Maintenant, on parlait déjà avec l'électricité depuis quelques années et donc on se disait que dans les fils électriques comme le cuivre, il y avait des particules qu'on appelait des électrons. Pensez le mot électricité et électron. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, Rutherford, quelques années après, a continué à faire les expériences. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit que si on prend une petite feuille d'or, donc on peut aplatir l'or de façon très, très, très mince, et qu'on fait passer un rayon ici de particules, théoriquement, ces particules devraient être complètement rebondies. Mais ce qu'il a remarqué, c'est qu'il a remarqué que beaucoup de ces particules traversaient ici son morceau d'or. Alors ça, c'était son récepteur ici. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'avec le temps, il a dit, oh, il y avait une petite particule qu'il pouvait lire un petit peu plus loin. Donc, il a grandi ses détecteurs jusqu'à vouloir faire les 360 degrés. Et il a remarqué que les particules pouvaient, en majorité, continuer tout droit, mais il y avait des particules qui entraient d'une certaine façon en collision avec quelque chose et les faisaient changer de direction. Donc ici, le modèle de Thomson qui était une particule où il y a des électrons ici, le reste est positif, Rutherford s'est dit que s'il y a une masse, la masse doit être au centre avec la plus grande densité parce qu'il y a des particules qui rebondissent. Par contre, la majorité des particules vont tout droit. Ça veut dire que l'ensemble de l'atome ici devrait avoir un espace vide dans lequel il y a ces électrons. Et il a dit que dans le centre, on a le noyau avec la plus grande masse, et c'est ça qui fait rebondir ces particules. Et ça, c'est cette idée du premier modèle atomique qui ressemblait à ceci. Donc ça, c'est Rutherford. Maintenant, chose intéressante, nous avons ici Bohr. Bohr, c'est son élève. Et qu'est-ce qu'il a réalisé, c'est que Bohr était intelligent. Par contre, il y a quelque chose qu'il avait remarqué de plus. Donc, voyons voir si je peux parler ici de la phosphorescence. Je vais vous montrer ça, c'est intéressant. Phosphorescence, comme ceci. On va prendre une photo pour que ça fonctionne bien. Pour ça, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être utile? Alors, pour les droits d'auteur, moi, je vais prendre celle-ci. Voilà. Très bien. Donc, lorsqu'on parle de phosphorescence, nous avons Bohr, qui était l'élève de Rutherford, qui a dit il y a certaines matières qui, lorsque la lumière est allumée, va absorber l'énergie, mais lorsqu'on ferme la lumière, avec un délai, l'énergie est redonnée un peu plus tard. Donc, il s'est dit qu'on a de la matière, des particules qui emmagasinent de l'énergie, et ça, c'est normal. Si on a, par exemple, une voiture qui est noire et on touche la peinture noire, durant l'été, c'est très, très chaud. Ils absorbent l'énergie. Ça, on le sait. Mais ici, il a remarqué que pour la phosphorescence, il y a cette petite lumière verdâtre qui va quitter les objets. Alors ça, c'est ce qu'il a pensé comme idée. Il s'est dit, nous avons dans le centre notre noyau, mais nous avons ici à l'extérieur des électrons, un peu comme nous avons Rutherford ici. Par contre, cette théorie s'est dit, si nous avons une particule qui reçoit de l'énergie, nous savons que les particules bougent un peu plus rapidement. Ça veut dire qu'on a des électrons qui vont changer de niveau d'énergie. Donc, ils absorbent de l'énergie, mais restent toujours près du noyau, parce que les noyaux sont positifs et attirent les électrons négatifs. Et ces électrons vont garder une certaine quantité d'énergie. Éventuellement, ils vont perdre leur énergie et lorsqu'ils retournent à leur niveau initial, une certaine quantité d'énergie sera donnée. Et cette différente quantité d'énergie qui est redonnée avec délai, il s'est dit, c'est un peu cette lumière qu'on reçoit de la phosphorescence. Donc, il a dit, la seule façon de pouvoir faire ceci, c'est que oui, nous avons un noyau avec la masse totale, ou presque
l'entièreté de la masse et la densité. Et les électrons ici ont des endroits spécifiques où ils se trouvent autour du noyau. Donc ça ici, on se retrouve avec un modèle atomique qui s'appelle le diagramme de Bohr-Rutherford. Maintenant, ce diagramme, on le reconnaît depuis ce temps-là. Maintenant, il y a des petits changements avec le temps, mais pour bien comprendre le début de la chimie, c'est une excellente façon. Ces diagrammes de Bohr-Rutherford fonctionnent très bien pour les 20 premiers éléments du tableau périodique. Après ça, c'est un peu difficile, c'est un peu différent, et ça, ce sera pour dans quelques années si vous continuez en chimie. Donc ça, c'est Bohr-Rutherford. Maintenant, le modèle atomique n'est pas complet parce qu'il y a en 1933 un autre chercheur qui s'appelait M. Chadwick qui, lui, faisait de la recherche sur différents éléments et il a remarqué que s'il prenait l'oxygène, il y a l'oxygène des certaines caractéristiques. Donc, une des caractéristiques de certains éléments, donc retournons à notre tableau périodique ici pour un moment. Si nous prenons l'oxygène ici et que nous regardons, nous avons que l'oxygène a un numéro atomique de 8. Le numéro atomique, ça, c'est la quantité de protons qui sont des particules positives qui sont très pesantes dans le centre du noyau. Mais ce qui est intéressant, c'est que en plus de cela, on a ce qu'on appelle la masse atomique. La masse atomique, c'est un peu comme la masse totale de notre élément. Ça veut dire que si on regarde, on a 8 ici et on peut arrondir ici à 16. Ça veut dire qu'il y a 8 protons positifs qui ont beaucoup de masse, mais qu'il y a comme 8 particules qui à quelque part existent pour faire un total d'une masse atomique de 16. C'est une simplification, mais ça fonctionne très bien dans ce qu'on veut dire. Alors, dans ces études, il a remarqué qu'il y a des atomes d'oxygène qui ont toujours le numéro atomique de 8. Ça veut dire que c'est le même type de matière, parce que le numéro atomique, c'est comme l'identité des éléments. Par contre, il a remarqué que certains atomes ont des masses différentes. Donc, les masses atomiques de 16 ici, 17 et 18. Ça, c'est intéressant. Mais il a remarqué que ça arrivait aussi pour l'azote. L'azote a un numéro atomique de 7, donc ce sont tous des atomes d'azote, c'est leur identité. Mais la masse atomique est différente. Même chose avec le carbone. Le carbone a un numéro atomique de 6, donc ça, c'est l'identité, ça va. Mais il y a des masses atomiques différentes. Donc, il s'est dit, il doit y avoir des particules qui sont dans les atomes, qui donnent une masse, par contre, ne changent pas l'identité de l'atome. Et ça, c'était l'introduction de cette idée d'un neutron. Un neutron est une particule de charge neutre qui n'a pas de charge, mais qui sont avec les protons dans le noyau. Alors, les personnes vont dire, comment est-ce qu'on peut voir ceci? Regardons voir. Ici, nous avons un exemple d'un diagramme de Bohr-Rutherford. On a mentionné ici que dans le noyau, nous avons les protons positifs avec l'ensemble de la masse. Et ici, on a ce que c'est Bohr, voilà. Non, c'est Rutherford. C'est Rutherford qui a dit, on va lui donner une charge positive comme noyau et on va mettre les électrons ici négatifs parce que ce sont ces particules qui, en électricité, se promènent rapidement avec une petite masse. Maintenant, nous avons les protons dans le noyau, les électrons qui sont autour. Maintenant, on ajoute ici les neutrons de Chadwick qui sont dans le centre. Les personnes vont dire, mais que font les neutrons ici? Les neutrons, c'est un peu comme, on pourrait considérer que c'est comme une petite colle qui tient tous les protons ensemble. Parce que n'oubliez pas que des particules de charge positive, eux, se repoussent électriquement parce qu'ils sont de même charge et ils veulent s'éloigner. Mais les neutrons fait qu'ils sont ensemble et ça permet de pouvoir avoir une stabilité du noyau. N'oubliez pas que si on prend l'uranium, par exemple, on a l'uranium 235 et l'uranium 238, certaines particules sont assez stables et d'autres particules vont se briser en deux, faire une fission nucléaire. Donc, c'est ce nombre de neutrons dans le noyau qui fait ou qui dicte un peu si un élément est stable ou non. Et ça, c'est notre discussion sur l'évolution. On va voir si on peut grandir ça.
l'évolution de notre modèle atomique. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.